plaisir de vous voir aujourd'hui les gars parce que ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on se connaît? Ouais, 3-4 ans à peu près. 3-4 ans, 10 ans. 10 ans, 15 ans. Mathis et Maxence, c'est des personnes qui ont joué un rôle vraiment très important pour moi dans toute ma carrière. Si j'en suis là aujourd'hui à faire des conférences, à avancer, etc., c'est parce qu'un jour, Mathis a décidé d'acheter mon livre, mais il prenait tout son temps. Et ce qui se passe, c'est qu'au final, il achète mon premier livre, et puis ensuite, on organise un événement ensemble au Mans. Mais moi j'ai le Covid, donc je ne le vois pas, à mon propre événement. Donc je délègue tout et puis Mathis y va. Et à un moment, on se retrouve sur Paris, donc c'était une conférence que tu faisais. Ouais. Et moi je viens juste en tant que participant. Et il me dit, Mélie, avec ton business, on peut faire ça. Moi j'étais en mode, mais calme-toi. Moi j'étais en études, j'étais en alternance, je gagnais 600 ou 700 euros par mois. Et il me dit, Mélie, tu peux aller faire 3-4 000 euros par mois. J'étais en mode, mais c'est quoi? Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on parle. Je passe la journée à suivre Mathis dans ses rendez-vous, vraiment partout. Et c'est là que quelques semaines après, je me dis, je vous rejoins dans le mentorat. Donc le mentorat, c'est un programme d'accompagnement qu'ils ont lancé il y a quoi, 3 ans pareil, 3-4 ans? Ouais, 4 ans. Avant. Bon, c'est un centre de formation maintenant. Ouais, voilà, là. Et donc les gars m'accompagnent pendant 3 mois et grâce à eux, je lance mon activité. Grâce à eux, je passe vraiment très rapidement de micro-entreprise à société en l'espace de 3 mois en plus. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses grâce à eux et je sais que si vous avez des questions business en parlant, c'est vraiment les meilleurs et je peux vous le dire parce qu'après je suis allée voir ailleurs, vraiment partout, plein d'accompagnements business, j'ai dépensé énormément d'argent et je dis bien dépenser, c'est pas de l'investissement, j'ai vraiment dépensé des dizaines de milliers d'euros et les gars ça a été l'investissement le plus rentable je crois. Parce que tu as travaillé derrière aussi, là. On n'est pas des magiciens. Évidemment, mais ils ont la bonne méthode et franchement ça a été un plaisir d'être accompagné par eux. Ce qui se passe, parce que vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils font là du coup? Ce qui se passe c'est que pendant l'accompagnement au début on fait des roleplay, donc en gros je leur explique comment est-ce que moi je vendrais mon programme d'accompagnement, ce qui n'est pas du tout auteur leader comme c'est actuellement, c'est vraiment je vends des petites prestations. Et donc je fais un test avec Maxence et je lui explique un petit peu mon programme et tout. Et finalement ça passe. Ouais, j'ai acheté sur l'appel finalement. Donc je close mon coach. Et c'est là que du coup l'accompagnement était bien rentable. Et donc c'est là que Maxence il se lance, surtout t'étais jeune quand t'as écrit ton livre du coup. T'avais quel âge? C'était il y a combien de temps? Putain ouais. Il y a 3 ans, en 2022. 20 ans. Ouais, 20 ans. Voilà, à 20 ans. Et il pensait que vraiment il fallait des années pour le faire, etc. Enfin, vous saurez mieux raconter l'histoire. Et donc voilà, c'est grâce à ça que 3 ans plus tard, on est toujours amis, en tout cas dans la vie de tous les jours, on se suit toujours, on fait des événements et tout. Et c'est un plaisir de vous avoir, donc bref, j'arrête de monopoliser la parole et je vous laisse faire votre taf. Merci bien. Merci vous pouvez les applaudir parce que... On a tout récapitulé, on a plus rien à dire, donc c'est fini pour nous. Non, juste pour revenir sur ce qu'elle disait, Mélie, je l'ai rencontrée dans un événement, enfin je la suivais un peu des réseaux. J'avais acheté son livre et j'avais pris un moment à acheter son livre. Et je voyais qu'il y avait un vrai potentiel parce que je me disais il y a un vrai marché, il y a plein de gens qui veulent écrire des livres, en tout cas de ce que je voyais. Et en fait il n'y a personne véritablement sur le marché, il y a plein d'entrepreneurs ou même des personnes juste qui ont un projet. Et du coup je lui ai dit mais ça peut être méga intéressant parce que du coup moi j'aime bien tout calculer, regarde si tu as tant de clients à temps tu peux faire tant. Et c'est comme ça qu'elle est devenue cliente et qu'après on l'a aidé un peu à développer son activité. Donc voilà juste pour faire très simple. Quelques petites questions peut-être pour orienter la conférence au mieux. On va essayer d'orienter la conférence. On n'a pas préparé grand-chose. On a préparé quelques points, mais le but c'est de s'adapter à vous. Donc qui ici est auteur? Qui est entrepreneur? Et qui n'est pas encore entrepreneur mais a envie de lancer un projet? Ok, donc tout le monde est entrepreneur. Qui n'a pas envie de lancer de projet et n'est pas entrepreneur et n'est pas auteur. Ok, ça marche. Donc vous avez tous envie de lancer un projet, etc. Ou vous avez tous déjà un projet qui est plus ou moins abouti. Ok, donc on va vous donner quelques conseils pour pouvoir le développer au mieux. Avant ça, on va parler de quelques petits points. Par exemple, peut-être si tu veux introduire... Ouais, on a choisi une conférence sur comment les normes brisent notre ambition. Et avec Mathis, on a passé en tout 36 ans en prison. 18 ans chacun. On est des délinquants. À votre avis, qu'est-ce qu'on a fait? 36 ans. Ouais. Vous avez été à l'école? Vous avez été à l'école? Non. Vous êtes resté dans les normes.
Exactement, on n'a pas fait des dingueries, hein, on n'est pas allé en prison. Donc ouais, on est resté dans les normes, mais en fait depuis tout petit on était vraiment dans ce carcan-là, donc par norme, c'est vraiment tout ce qui va nous imposer de faire quelque chose, on va faire telle chose, non pas parce qu'on souhaite le faire, mais parce que la société nous dit que tel code vestimentaire c'est bien, qu'on devrait porter des chaussures. Par exemple, aujourd'hui on devait venir chic et bien habillé. Ouais, ça va. On a refait notre garde. On n'est pas allé chez Zara. Non, mais globalement, c'est vraiment tous ces trucs-là. Et nous, on était en plein dedans parce que Maxence voulait être entrepreneur très jeune. On aura l'occasion d'en parler. Moi, un petit peu moins, mais j'ai toujours voulu faire des grandes choses au final. J'ai toujours eu un petit peu d'ambition. Et autour de nous, surtout dans un environnement scolaire où on a des profs qui sont très matrixés par le système parce que eux sont profs et sont jamais sortis du système, ce qui est bien ou pas bien, peu importe. Mais du coup, ils essayent de brider l'ambition, non pas parce qu'ils ne veulent pas. Je pense pas que c'était mauvais pour nous, mais parce que en fait, ils avaient peur qu'on fasse quelque chose qui n'était pas bon. Enfin, nous, nos profs, moi, mes profs me défonçaient parce que j'avais mon activité, alors que ça marchait bien pourtant. J'étais en études de com, mais ils auraient très bien pu me dire, mais c'est trop bien, t'as ton activité. Et au lieu de ça, ils me disaient, mais attends, t'as pas de diplôme, mais c'est dangereux et tout, alors qu'en fait, ça servait pas à grand chose. Enfin, ça servait pas à grand chose. Un diplôme, c'est très bien, hein. Je crache pas sur l'école et moi, je trouve que le système éducatif est largement améliorable. Mais globalement, il y a des choses positives. Il y a des choses positives, mais par contre, il y a pas mal de choses à optimiser. Donc, voilà globalement les normes. Est-ce qu'on fait la petite histoire de Roger Bannister ou pas? Est-ce que vous voulez l'histoire de Roger Bannister? Qui connaît Roger Bannister ici? Ah là là, alors c'est intéressant. Ok. Roger Bannister, je lis un peu parce que je connais pas l'histoire par cœur, mais 1929, il est né dans une ville en Angleterre, à Harrow exactement. Et Roger Bannister, il a une passion. À votre avis, c'est quoi sa passion? Vous n'allez jamais deviner, c'est la course à pied. Il a une passion, la course à pied, il court tout le temps, partout, il rentre chez lui en courant. Et un jour, sa mère, elle lui raconte une histoire, donc il rentre de l'école en courant. Sa mère, elle lui raconte une histoire, elle lui raconte l'histoire de l'aigle et de la poule. Et elle lui dit, un jour, il y a des promeneurs qui ont trouvé au détour d'une promenade un œuf d'aigle, comme ça, au bord de la route. Et ils l'ont posé dans un poulailler, parce qu'eux, ils ne savaient pas que c'était un œuf d'aigle, ils pensaient que c'était un œuf de poule. Et donc, l'aigle, il a éclos dans le poulailler. Et du coup, l'aigle, il s'est mis à se comporter comme une poule. Il caquetait, il mangeait des graines, etc. Et un jour, il voit un gros oiseau passer et il dit aux autres poules, il dit « c'est quoi cet oiseau-là » Et les autres poules, elles lui disent « c'est un aigle, mais oublie, toi tu seras jamais comme ça ». Et en fait, Roger Bannister, il a ce premier déclic où il se dit « mais attends, il faut que je prenne conscience de mon potentiel et peut-être que je suis un aigle, mais autour de moi, il n'y a que des poules et en fait, j'ai besoin de m'élever et j'ai besoin d'avancer ». Donc de fil en aiguille, il prend conscience, il court de plus en plus, il se développe. Ce qui se passe, c'est que du coup, il choisit, en 1948, il est quand même sélectionné pour les Jeux Olympiques, ce qui est pas mal à Helsinki. Il choisit de ne pas participer aux Jeux Olympiques parce qu'il juge qu'il n'est pas assez bon. Donc il a vraiment ce truc-là où il a de l'ambition, il a envie d'avancer. En 1952, il participe aux Jeux Olympiques cette fois-ci. Sauf qu'il perd, il finit 4e. On pourrait se dire c'est pas terrible, sauf que ça a été une bonne nouvelle pour lui parce que du coup il voulait arrêter s'il avait une médaille d'or, donc il a continué une fois de plus. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1954, il fait une course. Et à l'époque, c'était jugé scientifiquement impossible de courir le miles. Donc le mile, c'est 1000 et quelques kilomètres. 1000 et quelques, je sais pas exactement, mais bref. Aussi quelqu'un. Ouais, c'est 1400 mètres. C'est 1 km 8. Ok, 1000 km 8. Bon, je suis à peu près. C'est beaucoup, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et c'était jugé scientifiquement impossible de le courir en moins de 4 minutes. C'est-à-dire qu'il disait, ok, la limite du corps humain ne permet pas de le courir en plus de 4 minutes. Ce qui se passe, c'est qu'il le court exactement en 3 minutes 58 et quelques. Et donc, il fait péter une barrière mentale. Donc déjà, il fait péter une barrière mentale chez lui. Il a sa médaille d'or. Il a sa médaille d'or, il est content, hein, le Roger. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que dans les semaines à venir, et c'est pas dans les mois à venir, les années à venir, dans les semaines à venir, il y a plein de coureurs qui passent la barre des 4 minutes, alors qu'en fait, c'était jamais arrivé. Pourquoi? Parce que les gens se sont rendus compte que, attends, c'est possible, donc moi aussi je peux le faire, et du coup, c'est vraiment ces barrières mentales. Et pourquoi on vous parle de ça? Parce que ça rejoint un petit peu notre histoire, et pour tout ce qu'on a pu développer, Meili a parlé rapidement de ce qu'on a pu faire. Pour faire très simple, nous, on lance des petits projets à droite à gauche depuis qu'on est tout jeune. On n'a pas gagné beaucoup d'argent, mais ça fait bien dans le storytelling. Moi, je voulais être footballeur professionnel à l'époque. J'avais pas du tout le niveau, hein. Je jouais en district, donc c'est la dernière division, mais j'avais cette ambition-là. Et au final, Je marquais quand il n'y avait pas de goal. Ça arrivait. Et au final, je me rends compte que je peux pas être footballeur pro, et ça, je le sais très bien. Donc, je veux quand même vivre de ma passion et monétiser ma passion. Et ce qui se passe,
c'était en 2016-2017, donc je me développe sur les réseaux sociaux. C'est un peu le début des influenceurs, d'Instagram et tout, et ça me permet de développer des compétences sur les réseaux sociaux. Et on gagne pas énormément d'argent, mais on gagne un petit partenariat pour des chaussures, des t-shirts ou des trucs comme ça. Ça nous donne surtout l'envie d'entreprendre et quelques compétences. Donc de fil en aiguille, ce qui se passe, c'est qu'on développe d'autres comptes sur les réseaux sociaux. On arrive entre 2019 et 2020, il y a des gens qui nous demandent comment est-ce que vous faites, etc. Donc on se structure en tant que community manager. En gros, on gère des réseaux sociaux, c'est ce qu'on faisait. Et 2020, énorme coup de boost du destin. Tout le monde prend conscience qu'il faut être en ligne, notamment les entreprises, les boîtes. Donc ça nous permet d'avoir beaucoup plus de clients. On structure une agence. Voilà à peu près comment ça se passe. De fil en aiguille, la boîte tourne bien, on nous demande comment est-ce qu'on a pu se développer. Et du coup, en 2021, on crée la boîte dont Maëlie vous a parlé, qui s'appelle Le Mentorat, avec laquelle on accompagne des entrepreneurs, des indépendants à développer leur activité. On s'est rendu compte aussi quand on avait notre agence de com que beaucoup de personnes étaient visibles, c'était bien. Mais en fait, niveau business, ils étaient complètement perdus. Et être visible, mais si tu n'es pas au clair sur ce que tu vends, sur pas mal d'autres facteurs, ça sert à rien. Et donc, on devait les aider de plus en plus sur d'autres facteurs. Donc, on s'est dit, ok, autant transiter un peu l'activité sur ça. Un petit peu avant ça, du coup, je vous parlais des normes aussi parce que c'est le sujet. Moi, j'étais en études, donc dans les années 2020, enfin en 2020, dans ma jeunesse, quoi. J'étais en études et du coup, j'avais une activité qui fonctionnait à peu près bien. Je gagnais pas énormément d'argent, mais ça fonctionnait, je pouvais en vivre largement. Et les profs, du coup, étaient pas du tout dedans. Un jour, ils voyaient la première année, moi j'ai fait un BTS, la première année de BTS, ils voyaient que j'étais à fond. La deuxième année de BTS, ils voyaient que j'étais plus du tout dedans. Donc la prof me dit, Mathis, tiens, viens, on va parler un petit peu à la fin du cours. Je me dis, ça va être sympa, en plus elle va me féliciter pour mes projets. Et ce qui se passe, c'est qu'elle me donne rendez-vous dans une salle, je rentre dans la salle, il y a tous mes profs, ils sont 10, ils sont en rond, ils me regardent tous, ils disent maintenant tu vas te poser. Ils me le disent bien, mais globalement, ils me disent ok, maintenant tu vas te poser. Et j'étais avec un autre associé, donc avec Maxence et un autre associé avec qui on travaillait, ils nous ont éclaté, donc Maxence n'était pas là, mais mon associé était là, ils nous ont vraiment détruit, ils nous disaient, mais toutes leurs croyances nous sortaient, mais vous allez jamais pouvoir vendre de la com si vous faites pas 5 ans d'études, mais attends, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites, mais vous voyez pas que c'est dangereux, vous mettez en péril votre diplôme et tout. Et je leur en veux pas, parce que dans leur manière de faire les choses, je pense qu'ils ont essayé de me protéger, mais du coup, si je les avais crus, je serais resté dans cet environnement et j'ai de la chance d'être un peu tête brûlée et de me dire, de toute façon, j'en ai rien à faire et j'ai envie d'avancer et je crains pas le fait d'échouer, mais ça, c'est arrivé à toutes les steps de notre activité, et d'autant plus avec Maxence qui voulait être entrepreneur très jeune. Et en fait, il y a toujours eu des galères, des trucs. On a essayé de nous cadrer, nous mettre dans une norme, nous mettre dans quelque chose. Et pareil, même quand vous êtes entrepreneur, au bout d'un moment, les gens vont vous dire bah, attends, déjà tu fais du chiffre d'affaires, c'est bien, contente-toi de ce que tu as, va pas plus loin, etc. Et du coup, il faut toujours réussir à. C'est difficile, hein, mais sortir de ces normes, et surtout les normes, comme on l'a beaucoup répété, elles sont dans notre tête. Ouais, prendre du recul pour essayer de voir plus grand, parce qu'au final, on ne peut pas atteindre un truc qu'on n'imagine pas. Voilà, il y a plein de belles choses à faire quand on ose. Donc globalement, voilà ce qu'on fait. Et après, avant de vous partager un peu les clés pour développer vos activités, ou en tout cas pour répondre aussi à vos questions si vous en avez, en 2022, nous on fait pas mal d'événements à Lyon, s'il y a des Lyonnais au cas où. On a pas mal d'autres trucs. On a une agence pour ceux qui sont un peu plus avancés et qui ont envie de déléguer. On a un studio de tournage sur Lyon et on a structuré en 2023, on a vu l'avènement de l'IA. Tout le monde n'avait pas le budget de prendre un community manager ou de payer nos services, donc on a développé un community manager IA et on a eu un peu plus entre 2 et 3 000 clients, je pense, si on compte toutes les boîtes depuis ces dernières années. Oui, ouais, donc on a eu pas mal de clients. On a aidé pas mal d'entrepreneurs à se développer, dont Maëlie, et puis voilà. Donc, et on est frères jumeaux. Et on est frères jumeaux, ouais, au cas où. On se ressemble pas. On se ressemble pas parce qu'on est faux jumeaux. Ok. On est en dehors des normes. On voulait pas se ressembler. Ok, ce qu'on peut faire, si ça vous va, c'est vous partager. Nous, ça fait un moment qu'on accompagne des indépendants et des entrepreneurs, etc. à se développer. Donc, vous partagez les différentes étapes par quoi vous devez passer pour éviter justement de faire des erreurs en mode ok, je vais me développer sur Instagram mais ça sert à rien parce que vous n'avez pas tout ce qu'il y a avant, ou pour justement réussir à pousser votre activité correctement et du coup dans la bonne direction, aller chercher plus de clients, plus de chiffre d'affaires, faire plus de cash pour pouvoir après bien le gérer forcément. Est-ce que ça vous va? Oui. Allez, parfait. Ouais. Aujourd'hui, première phase. La première phase, nous on a 5 phases. La première phase, c'est une phase assez rapide, mais en même temps qui demande quand même de l'énergie, c'est de définir une vision sur du long terme. Beaucoup de personnes qui lancent des activités ont tendance à se sous-estimer sur du long terme. Du long terme. Non, du long terme. Non. Ouais, sous-estimer sur du long terme et se surestimer sur du court terme. Donc ils veulent faire plein de choses vite. Mais en fait, il faut penser déjà à 2-3 ans, et on peut souvent faire de très belles choses à 2-3 ans avec un petit peu de patience.
contrairement à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et il y a deux autres trucs par rapport à ça. La première, exactement comme tu parlais de la vision, hein, c'est un truc basique, mais en fait on est obligé de vous parler de ça. La première chose, c'est que ça vous permet de tenir suffisamment sans avoir cet objet brillant en partant dans toutes les directions, parce que je pense qu'on entreprend pour la plupart beaucoup en ligne. En ligne, on voit plein de trucs, on a l'impression qu'il y a plein de nouveaux trucs, tous mieux que les uns que les autres, sauf que c'est pas vrai. Le meilleur truc, c'est ce qui vous anime et c'est ce pourquoi vous avez envie de vous lever chaque matin. La deuxième chose, ça vous permet de caler une vision, non pas juste pour gagner de l'argent, et ça c'est suffisamment important parce que moi quand je me lève, la boîte tourne et je suis content, mais en fait si j'ai un client en plus ou en moins, c'est pas ça qui va changer ma vie, mais je me dis j'ai des entrepreneurs qui eux-mêmes vont pouvoir aider des gens ou alors apporter quelque chose. Et on a vu ce matin des témoignages super intéressants de personnes qui avaient vécu des choses compliquées, etc. Et si vous dites ok, il y a des femmes par exemple qui vivent des situations compliquées, moi j'ai envie de les aider, je trouve que ça fait beaucoup plus sens parce que vous avez une mission tellement forte, vous embarquez les gens avec vous dans cette mission et en plus de ça vous êtes rémunéré pour ces choses-là. Donc ça vous permet de construire quelque chose qui va vous permettre de tenir sur la durée. Et si vous avez un peu d'ambition par rapport à ça, c'est aussi bien parce que honnêtement, je ne pensais pas en arriver là entre guillemets en si peu de temps. Comme on l'a dit, ça a pris plusieurs années. Hein. Mais globalement, si vous tous les jours vous avancez, vous évoluez, il ne peut que se passer de belles choses. Et une vision claire qui a du sens pour nous permet de garder la discipline, qui est super importante. Développer une activité sans discipline. Donc ça, globalement, si je devais vous donner une ligne directrice pour que vous puissiez le faire et que vous ayez un plan d'action pour vous dire, parce que souvent, voyez l'entrepreneuriat comme un escalier, le but c'est de monter les marches dans le bon ordre. Souvent les entrepreneurs, ils essaient de tout faire, ils font un site et tout, alors que ça ne sert pas à grand chose au début. L'idée c'est vraiment, vous devez vous dire, passez à l'action, on vous dit tous de passer à l'action, ça sert mais pas à grand chose si vous passez à l'action à faire que des trucs qui servent à rien. Passez à l'action mais surtout faites les bonnes actions au bon moment. Donc cette phase-là, c'est censé vous prendre un jour, hein. C'est un truc que vous allez travailler au fur et à mesure. Ouais, allez, 3 jours pour les plus lents. Mais c'est un truc que vous allez travailler au fur et à mesure, mais globalement, c'est pas pour. Enfin, si vous passez 3 mois à définir votre vision, ça sert à rien. Au bout d'un moment, vous allez être super clair, mais ça va pas servir. Et la vision évolue, faut pas se mettre la pression sur ça. Hein. La vision évolue au fur et à mesure qu'on avance. Même si nous on définit notre vision assez régulièrement, ça évolue. Dans un mois, ça n'aura rien à voir. Ça aura changé. Non, ça aura à voir, mais ça aura évolué, c'est ça. Deuxième phase, donc prenez 3 jours à faire ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, la deuxième phase, c'est nous tout ce qu'on appelle triangle d'or. Globalement, le triangle d'or, c'est tout le marché, c'est-à-dire à la fois le marché à qui vous vous adressez, la cible qui vous voulez toucher, l'offre et le positionnement, la manière dont vous adressez votre marché. Ça va être un point qui est extrêmement important parce que j'ai vu qu'il y avait des thérapeutes, etc. Des thérapeutes, il y en a plein. Donc le truc au début, ce qui est super important, c'est de comprendre son marché. Le marché, c'est si je vends du coaching sportif, mon marché, c'est le coaching sportif ou le sport. Donc j'ai des concurrents directs. Des concurrents directs, ça peut être d'autres coachs sportifs et des concurrents indirects. Les concurrents indirects, ça va être qui? Ça va être les salles de sport, etc. qui peuvent toucher mes clients et s'adresser à ma clientèle. Donc là, le but, c'est de comprendre son marché, de comprendre la cible et qui je veux toucher. Et au début, ce qui est super intéressant, c'est de nicher et de segmenter. Pas essayer de toucher large, mais essayer de toucher très clair parce que vous allez le voir dans notre méthodologie, on veut que vous puissiez construire un truc qui vous attire des clients de manière stable et prévisible. Donc, on a besoin de s'adresser à ce qu'on appelle du marché froid, c'est-à-dire des gens qui ne vous connaissaient pas à la base, notamment avec de la publicité. Et pour toucher du marché froid, et du coup, vous avez besoin d'être méga précis. Parce que si je vous dis, ok, je suis coach sportif et je t'aide à atteindre tes objectifs sportifs, il y en a tellement maintenant que vous touchez personne. Si je te dis, ok, j'aide les pères de famille qui font ci, ça, à perdre du poids ou à prendre du muscle, forcément, ça va beaucoup mieux marcher. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à être ultra centré au début, ça va beaucoup mieux fonctionner parce que vous êtes très spécifique dans votre message et dans votre discours et ça vous permettra en plus de ça de construire une offre assez irrésistible et quelque chose d'assez intéressant. Et du coup, de se positionner correctement. De se positionner correctement, donc la manière de le déployer sur le marché. Donc ça, t'as une autre chose à... 3 choses par rapport à la cible. Beaucoup, quand ils se lancent, veulent toucher tout le monde. Et ça, des fois, on galère à faire comprendre. Si on veut toucher tout le monde, c'est super dur parce qu'on parle à personne. Et on voit une vraie différence de rapidité vers les entrepreneurs qui ont une cible précise et qui connaissent bien leur cible. Il y en a des fois qui me définissent une cible avec l'IA. En fait, ils ne la connaissent pas du tout, ça ne marche pas derrière, mais c'est normal. Il faut la connaître, sa cible. Oui, si on ne la connaît pas encore, rien n'est perdu, mais il faut rentrer en contact avec elle, aller faire des événements avec elle. Il faut être au quotidien avec cette cible-là. Vous pouvez toucher tout le monde dès le début, mais il vous faut un énorme budget marketing. Parce que imaginons vous vendez du cosmétique, et vous êtes en concurrence contre Sephora, tout ce qui vend du cosmétique, donc il vous faut plusieurs millions de marketing pour pouvoir pousser aussi fort qu'eux. Donc c'est intenable, surtout quand on se lance. Donc c'est pour ça d'avoir un énorme coup de chance et c'est 0,002%. Mais bon, c'est pas forcément le bon truc. Donc ça, globalement, l'idée c'est de prendre 1 à 2 semaines pour le définir. Pourquoi? Parce que souvent il y a des entrepreneurs qui vont passer énormément de temps sur leur offre, essayer de définir un truc parfait, etc. Sauf qu'on ne peut pas savoir son offre, c'est pas vous qui allez acheter votre offre, on s'en fout qu'elle soit parfaite pour vous, il faut qu'elle soit parfaite pour votre marché. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de payer votre offre. Donc après on va venir tester le marché, on en parlera. Et elle sera jamais parfaite. Elle sera jamais parfaite, elle s'améliorera tout le temps. Le jour où une entreprise, on pense qu'on est parfait, qu'on n'a plus rien à faire,
vous remettez-vous en question. Bah, faut paniquer quoi. C'est là où vous commencez à stresser. Donc globalement, prenez 1 à 2 semaines pour ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre offre sur le papier, tout n'est pas parfait, vous avez à peu près votre cible, etc. En théorie. En théorie. Là, l'idée, c'est de tester le marché. C'est-à-dire se dire, ok, maintenant, je vais me confronter à la réalité, je vais faire du cash, quoi. Je vais vendre, je vais éviter de passer par toutes les fioritures qui vont m'empêcher d'aller à la réalité, du genre créer un site, être sur les réseaux, ça peut être intéressant, mais ça ne doit pas être votre focus. L'idée, c'est juste d'aller chercher les clients. Donc, vous devez être capable de faire du cash et d'aller chercher des clients. Donc faire une liste de 100 personnes dans sa cible et les contacter directement par exemple. Si vous me dites, ouais, mais moi, j'ai pas 100 personnes dans ma cible, je les trouve comment? Je vais pas les inventer, ces gens-là. Plusieurs façons. Déjà, moi, quand on me pose cette question-là, j'ai peur. Parce que je me dis, si la personne ne sait pas où trouver sa cible, peut-être qu'elle ne la connaît pas forcément. Parce que normalement, moi, quand je connais bien ma cible, je sais exactement où aller la trouver. Sinon, plusieurs possibilités, allez sur des groupes Facebook, il y a des groupes Facebook de tout et n'importe quoi, vous faites un petit sondage et vous demandez, le but dans un premier temps, c'est pas de vendre, c'est au moins d'avoir une dizaine à quinzaine de personnes en contact pour parler un petit peu de leurs problématiques, de leurs douleurs. Ça va vous permettre deux choses, améliorer votre offre pour qu'elle soit de mieux en mieux, et la deuxième chose, améliorer le ciblage, et la deuxième chose, c'est que toutes ces personnes-là, elles vont être intéressées par ce que vous proposez, normalement, et du coup, vous pouvez les relancer. Vous allez lui dire, ah bah tiens, tu m'as dit que c'était ça important pour toi, bah regarde, c'est ce que j'ai structuré, donc maintenant, est-ce que tu veux acheter? Donc ça sera à peu près l'idée. Et ça permet de vraiment communiquer comme sa cible, de prendre plein de choses, de comprendre comment elle parle, etc. Exactement. Donc groupe Facebook, compte Insta si vous en avez, des conférences, réseaux comme celui-ci, c'est super. Sinon, un truc qui marche très bien, c'est prendre, vous faites une liste de tous vos contacts, ceux qui pourraient être dans votre cible et ceux qui ne sont pas dans votre cible. Ceux qui sont dans votre cible, vous leur proposez directement. Non pas pour vendre dans un premier temps, mais au début pour échanger. Ceux qui ne sont pas dans votre cible, imaginons notre mère. On va pas vendre à notre mère, enfin pourquoi pas, mais elle ne veut pas forcément développer d'activité. Elle ne veut pas développer d'activité, donc pour le moment c'est un prospect plus froid. Mais non, mais c'est pas dans la cible. C'est pas dans la cible. Non, mais l'idée c'est que on pourrait très bien lui dire, ok, maman, est-ce que autour de toi tu connais pas 2 ou 3 personnes qui ont un business qui n'arrivent pas à le faire fonctionner, et du coup comme ça vous venez sur recommandation. Et c'est génial parce que du coup la personne va venir par recommandation et comme ça normalement vous perdez pas, enfin vous avez tous au moins 40 personnes dans votre contact, vous avez tous un peu de famille, 2-3 potes et au moins un réseau d'entrepreneurs comme celui-ci. Vous les contactez tous, les gens seront contents de vous aider et soit ils vont pouvoir vous aider, ils sont dans la cible, et des fois il y a des gens qui peuvent être intéressés et on n'en a pas conscience. Maëlie vous a contacté et elle vous a dit ok tu veux écrire un livre et vous avez dit oui quoi. Alors que si elle vous avait pas contacté, vous n'auriez pas écrit le livre. Et même nous, Maëlie, je crois quand on l'a accompagnée, t'avais quel âge? On n'avait pas dû demander l'autorisation à tes parents. Non. Mais si, je leur avais demandé quand même, investir quelques milliers d'euros. Donc globalement, c'est ça. Je sais pas, quoi. Et la deuxième chose, c'est les proches, parce que c'est intéressant, le réseau est infini. Imaginons que je te demande de me recommander 3 personnes. Ces personnes-là veulent pas, je leur demande elles-mêmes de me recommander 3 personnes. Et après, je viens de personne. Et théoriquement, ça peut déjà vous faire enclencher du cash. Donc c'est vraiment aller chercher du chiffre d'affaires, c'est le but d'une entreprise, c'est de faire du chiffre d'affaires, même si on ne le fait pas pour ça. Je suis d'accord qu'on ne fait pas une entreprise juste pour gagner de l'argent. On fait une entreprise parce que ça a de la valeur, parce qu'on aide des gens, parce qu'on a une mission, parce qu'on aime faire ça. Mais si on ne gagne pas d'argent, on peut aider personne. Donc ça va être un peu compliqué. Ouais, 2 choses par rapport à ça. Ceux qui lancent une entreprise que pour l'argent, souvent c'est ceux qui n'y tiennent pas. Parce que dès qu'il y a une nouvelle opportunité un peu magique, ils foncent dessus. Un peu dans le MLM, ça arrive souvent. C'est pas pour critiquer le MLM. Mais ça arrive souvent. Et la deuxième chose, mais je sais plus. Ceux qui lancent une entreprise que par passion, ils vont pas faire de cash. Voilà. Enfin, parce qu'ils vont être trop dans la passion du genre non mais je peux pas lui vendre. T'imagines, je pourrais l'aider gratuitement, elle est déjà dans le mal. Ouais mais bon, toi tu t'aides pas toi-même quoi. C'est un mix entre les deux. C'est un mix entre les deux. Le but c'est pas non plus d'être trop requin et le but c'est pas non plus d'être trop bisounours. Voilà, vous avez fait ça, donc théoriquement vous avez généré du chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas généré de chiffre d'affaires, 3 possibilités. La première, vous n'avez rien foutu. C'est sûr que si vous contactez personne et que vous attendez que les clients arrivent, ça va être un peu compliqué. La deuxième, vous avez contacté des gens et tout, mais peut-être que vous n'êtes pas allé chercher les bonnes personnes, donc il y a un ciblage à affiner. La troisième, le marché n'est pas bon, c'est une possibilité. Et c'est pas grave, parce que imaginons que vous vous êtes dit ok, je vais aider des femmes qui font ça, le marché n'est pas bon. C'est pas bien grave, vous allez peut-être orienter et dites-vous que c'est juste juste un petit truc à pivoter, mais du coup ça vous permet de le savoir. Et dans 80% des cas, quand on teste son marché, il y a plein de choses qui sont pas bons et ça marche pas comme on veut. C'est normal. Oui, ça fait partie du jeu, mais c'est bien d'avoir testé son marché. Moi des fois je rencontre des entrepreneurs, ça fait 3 ans qu'ils développent un projet, ils n'ont jamais testé leur marché, ils ne sont jamais allés au contact de leur cible. Et parce qu'ils ont peur en se disant ah ouais mais si la cible ne réagit pas ça veut dire que j'ai fait tout ça pour rien. Bah oui mais autant le savoir maintenant. Et c'est pas tout ça pour rien, c'est on adapte, on ajuste en fonction. Et il y a un truc par rapport à ça qui s'appelle la théorie des coûts irrécupérables, si je me trompe pas. C'est quoi? C'est plus on se lance dans un truc
plus c'est difficile de revenir en arrière. On parlait des relations toxiques, plus on reste dans une relation, plus ça va être difficile. En plus, on a des enfants avec cette personne, de se dire mais attends, je vais pas tout laisser valser. Et ça, par exemple, imaginons que on veut faire, je sais pas, un appartement ensemble et on commence à trouver l'appartement et tout, mais plus on va se mettre dedans, on va commencer à trouver des fournisseurs et même si c'est galère, on va continuer dans ce truc-là, alors qu'en fait, il n'y a pas d'issue. Donc l'idée, c'est toujours de se dire, ok, est-ce que là, je suis en train de me lancer parce que j'ai fait des efforts et j'ai pas envie que mes efforts ne servent à rien, ou est-ce que je suis en train de juste avoir une vraie ligne directrice à suivre. Donc essayez de vous, puisque dans le cadre de notre pote, ça fait 3 ans qu'il développe son activité, s'il se rend compte qu'il n'y a pas de marché, c'est compliqué pour lui, parce que ça veut dire que ça fait 3 ans qu'il fait rien. Donc dans ce cadre-là, il préfère se mentir à lui-même, mais parfois inconsciemment, sauf que c'est dangereux. Sauf que c'est dangereux. Dans 4 ans, s'il n'a pas pris conscience de ça, ça sera au même endroit. Donc maintenant on a trouvé des clients, on a testé son marché, c'est génial parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce qu'on fait et on sait qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce qu'on fait. Le but ici c'est pas plein de clients dans tous les sens, hein, c'est 1 ou 2 clients dans un premier temps. Donc maintenant, et affiner surtout pour toucher du monde sur du trafic froid. Maintenant le but c'est nous ce qu'on appelle la massification, c'est être capable de trouver des clients de manière stable, prévisible et avoir un système qui nous apporte autant de clients qu'on le souhaite. Pour ça se décompose en 3 phases. On peut l'adapter, vous pourrez nous poser des questions si jamais. Il y a le trafic dans un premier temps. Le trafic c'est votre façon d'être visible. Je vous en parlerai après. Le marketing, c'est comment est-ce que vous chauffez et vous éduquez vos prospects. Et la conversion, c'est comment vous transformez ces prospects-là. Le trafic, il y a 3 façons de faire du trafic. Il y en a plein d'autres. Globalement, vous venez dans une conférence comme celle-ci, vous pouvez parler aux gens, vendre ce que vous vendez aux gens autour de vous, et c'est une façon de faire. Mais ce n'est pas une façon que j'appelle qui est la plus optimisée possible, parce que ça vous demande de vous déplacer, etc. Les 3 façons que je vous conseille, c'est soit prospection, donc ça peut être dans des conférences physiques ou d'autres choses. Ça vous demande du temps, mais ça vous demande aucune ressource. Soit réseaux sociaux, donc vous postez, ça vous permet, donc l'organique, ça vous permet d'acquérir des nouveaux abonnés, etc. Ça vous demande du temps et un peu de compétences. L'avantage, c'est que ça chauffe les gens. Soit sinon, celui que je préfère, c'est la publicité. Publicité, notamment sur Meta, donc toutes les pubs que vous voyez sur Facebook et sur Instagram. Pourquoi c'est aussi important et aussi intéressant que ça? Parce que la publicité, il y en a qui font de la pub ou pas du tout? Un peu? Ok. Quand vous faites de la pub, pour ceux qui ne savent pas, vous payez ce qu'on appelle un CPM. Vous payez un coût par 1000, vous payez une diffusion. Globalement, je vais payer Meta pour être visible devant 1000 personnes qui correspondent à peu près à la cible. Sur ces personnes-là, imaginons que c'est à peu près 10 € le coût moyen pour 1000. Donc ça veut dire que je paye 10 €, je suis visible devant 1000 personnes qui correspondent à ma cible. Sur ces 1000 personnes, il y en a peut-être 5 qui seront intéressés, qui vont rentrer leurs coordonnées. Et sur ces 5, je vais peut-être obtenir un client. Donc ça permet de calculer son coût par prospect, combien on a de personnes qui sont intéressées pour travailler avec vous, et son coût par client. Imaginons, nous on a une salle de tournage à Lyon, on sait que quand on met 10 € de pub, en moyenne, bon ça a un peu évolué, mais globalement en moyenne on a, je sais pas, on a 3 à 4 prospects, ça nous coûte 3 € un prospect, le gars nous rend ses coordonnées pour dire ok je suis intéressé pour louer votre salle les gars, appelez-moi ou alors je veux en savoir plus et j'ai une page derrière. Et du coup on en convertit peut-être 1 sur 10 à 1 sur 5, globalement on avait des coûts par acquisition à 20 €, bon là on l'a un peu mis de côté mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on mettait 20 €, on avait un nouveau client. Donc si on veut 5 clients par jour, on met 100 € de budget pub par jour et c'est aussi simple que ça. Donc dans la réalité, il y a d'autres choses à optimiser, mais ça nous permet d'avoir quelque chose qui est stable, qui est prévisible. Et pour avoir un système comme celui-ci, la pub, c'est méga intéressant. Donc sachant que ça fait pas tout, parce que la pub, c'est la partie visibilité. Oui, après, il y a marketing. Et donc si on est visible, mais qu'on ne sait pas vendre, ou qu'on s'adresse à une cible qui n'est pas prête à acheter, qui n'a pas le budget, ou qu'on vend un truc qui ne se vend pas, on peut être visible devant autant de monde qu'on veut, ça ne marchera pas. Exact. Donc d'où l'intérêt de bien faire les premiers. C'est ça. Première base. Deuxième phase du coup marketing, tout ce trafic-là et toute cette visibilité, on va l'envoyer sur quelque chose, peu importe, il peut y avoir plein de choses pour pouvoir les réchauffer. L'idée c'est que votre prospect il a un niveau d'éducation différent. Entre le gars qui veut perdre du poids, il sait qu'il veut un coach sportif, pour un coach sportif je parle, et le gars qui pourrait perdre du poids mais il ne sait pas qu'il veut un coach sportif, bah, il y en a un qui est très éduqué, donc on pourra le convertir beaucoup plus facilement, il y aura moins besoin de marketing. Il y en a un qui n'est pas du tout éduqué. Dites-vous que vous pouvez vendre tout à tout le monde. Moi, vous pouvez me vendre vos services, imaginons que vous vous adressez à des femmes ou autres, vous pouvez me vendre votre service même si je ne suis pas une femme et même si je ne suis pas du tout dans votre cible. Sauf que je suis un prospect ultra froid pour vous, parce que vous allez devoir me convaincre que votre service peut m'aider d'une autre façon, etc. Donc en fait, des fois c'est trop coûteux en temps et en énergie de réchauffer des prospects. Mais dites-vous que le but c'est de trouver le bon mix entre du marché froid, tiède, pour pouvoir les réchauffer suffisamment et aller chercher ces clients-là. Et après on les convertit. Ça, il peut y avoir plein de façons de faire, mais globalement, une fois qu'on a fait ça, on a notre coût d'acquisition, vu qu'on sait qu'on met tant de pubs, qu'on a tant de prospects, autant de visites sur notre site et tant de clients. Donc on a un coût d'acquisition, donc on a autant de clients qu'on le souhaite si on le travaille bien. Donc la seule problématique qui va se passer, c'est qu'on a trop de clients, on ne peut pas gérer. Donc dans ce cadre-là, on délègue et on délègue de la bonne façon. Et c'est comme ça qu'après on peut aller plus loin. Pour déléguer, je vous conseille quelques petits trucs. La première, c'est de faire nous ce qu'on appelle un 100 unit time. En gros, vous prenez toute votre semaine, toutes les 30 minutes, vous notez ce que vous faites.
Alors c'est un peu chiant à faire sur une semaine, mais ça vous permet de comprendre les tâches qui ont le moins de valeur ajoutée et celles que vous pouvez les déléguer au début. Par exemple, vous n'allez pas déléguer, je sais pas, la vente, si c'est le truc qui vous rapporte le plus, vous allez plutôt déléguer l'admin parce que justement c'est ça qui peut être délégué pour peu cher avec peu de compétences. Donc ça vous permet de lister les tâches les moins importantes, celles que vous pourrez déléguer en priorité, et après le but, ça dépend de votre vision, hein, mais si vous voulez croître suffisamment, le but c'est de déléguer toutes les tâches pour que vous ne dépendiez plus du tout, votre business ne dépende plus de vous, que ça puisse tourner sans vous et que vous soyez sur la vision, etc. Et ça vous permet encore de toucher plus de monde. Et déléguer ce qui a le moins de valeur, parce que souvent, les personnes ont tendance à déléguer la vente dans un premier temps. Sauf que quand elles délèguent la vente, elles se rendent compte que ça ne se passe pas du tout comme prévu. Parce que la vente, c'est une des clés pour venir apporter du chiffre d'affaires. Peut-être une des choses à déléguer dans un dernier temps. Ouais, souvent les gens se déchargent parce qu'ils n'aiment pas faire un truc plutôt que déléguer, mais ça ne fonctionne jamais trop. Quand on se décharge parce qu'on n'aime pas faire... Et puis voilà, après les phases d'après, bah, vous rachetez plein de trucs, tu vois. Mais globalement, on va s'arrêter là. Et l'autre truc, un dernier truc super important, chaque semaine, prenez un temps pour vous et pour prendre du recul, au moins 30 minutes sur votre vision, vos objectifs, là où vous en êtes. Et je sais que moi j'aime bien toutes les semaines, c'est le vendredi, à 13h en général, et j'ai un petit carnet où je note la date et je note sur chacune de nos entreprises comment ça s'est passé, ce qu'on peut optimiser, ce qui s'est moins bien passé et j'essaie de comprendre pourquoi, et c'est quoi les actions pour la semaine d'après. Et je prends vraiment du recul, je me mets dans mon coin, pas être dérangé par Mathis qui vient me parler toutes les 2 minutes. Là, je prends vraiment du recul dans mon coin, et en fait ça permet d'avancer à fond et de relativiser aussi quand on a des galères, parce que développer une activité c'est avoir des galères, et ça fait partie du jeu, c'est normal. Donc ça c'est vraiment un truc que je trouve indispensable quand on commence à grossir. Ouais, c'est super important parce qu'on a tous la tête dans le guidon, hein. Peu importe ses projets, peu importe sa vie, et on se rend compte souvent qu'on fait des trucs qui servent à rien, mais on s'en rend pas compte si on ne met pas de la conscience dessus. Donc en fait, on n'avance pas autant qu'on le souhaiterait, ou alors en fait, on se rend compte qu'on n'avance pas aussi vite, etc. Donc ça permet de mettre de la clarté sur ces points-là. Ouais, et le fait de le noter au même endroit chaque semaine, quand on revient en arrière, on se dit ah ouais, j'ai pas l'impression d'avoir avancé, mais en fait, j'ai quand même bien avancé, quoi. Ou inversement. Ou inversement, ça si on n'a rien foutu, mais si on fait rien. Ou alors qu'on fait pas les bonnes choses. Oui. Voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions, des problématiques business, des trucs qu'on peut résoudre ou sur lesquels on peut vous aider? Ou pas vraiment? Ou peut-être qu'on ne pourra pas vous aider. Ça dépend de la question. Ouais, ça dépend de la question. Ou non, ça fonctionne tous trop bien. Vous avez trop de clients. Pas de questions. Bon, vous viendrez nous voir après. Si jamais, dites-vous qu'il n'y a pas de question bête, et votre question peut aider d'autres personnes parce que vous avez peut-être une question que les autres, auxquelles les autres n'ont pas pensé. Vous allez vous dire, ok, mais moi, je sais pas, je poste sur Insta, j'ai pas de résultat, j'ai n'importe quoi, et ça c'est votre question. Vous allez vous dire, mais c'est trop con comme question, j'ai pas envie de la poser. Mais peut-être que plein d'autres personnes ont la même problématique, mais n'osent pas aussi la dire. Donc si jamais, enfin, ça peut être intéressant de faire profiter tout le monde, mais si vous voulez les poser en indie ou si vous voulez pas poser de questions parce que moi, vous semble. J'ai bien une question. Ouais. En fait, tu vois, sur le sujet, par exemple, de la formation des professionnels Ouais. sur les violences intrafamiliales, en plus les entreprises ont une obligation à ce niveau-là, et tu as déjà aussi des grandes associations, Ouais. des gens qui sont vachement médiatisés. Je pense par exemple à Sarah Barouk qui a justement fait qui a appuyé par Canal+, qui ont déjà Ouais. bouffé Le marché. beaucoup. Enfin, ils sont là, ils sont posés, ils ont des appuis, ils ont des reconnaissances de fou. Comment, tu vois, qu'est-ce que tu me conseillerais, moi, genre, voilà, Sandrine, petit machin, qui essaie de faire. Enfin, après, avec son petit côté humain, après, je trouve peut-être plus local, parce que du coup, il y a des créneaux, bah, c'est pas moi pour pas dire c'est certain, etc. Mais alors, quel conseil tu pourrais donner pour justement, quand il y a des mastodontes comme ça qui sont là, comment tu fais, toi, pour faire ta petite part? Je peux répondre? Ouais. Juste un truc, je pense que dans chaque domaine, tu as des mastodontes. Ouais. Oui, c'est ça. Dans chaque domaine, tu as des mastodontes. Et un exemple, en fait, ça en revient à ce truc-là, tu vois, ça veut dire qu'il y a cette personne-là dont tu as parlé, j'ai oublié le nom, mais qui, elle, est très visible, etc. Ouais. Sauf que cette personne-là, quand tu es très visible et quand tu commences à beaucoup grossir, tu commences à diluer ton message, donc tu n'es pas très spécifique et donc tu ne peux pas t'adresser parfaitement à chaque personne. Donc en fait, tu gagnes en notoriété en client parce que tu es visible devant plus de monde, sauf qu'il y a des personnes qui se reconnaissent plus parce qu'elles aimeraient un truc très spécifique que des grosses boîtes ne peuvent pas apporter. C'est pour ça que par exemple, il y a des boîtes comme Google qui se lancent sur un marché, mais nous, même si Google se lancerait sur notre marché, ça ne me ferait pas très peur, parce qu'en fait, Google ne peuvent pas déployer autant d'efforts et d'énergie sur un truc qui ne va pas leur apporter des milliards, tu vois. Donc, pour ça, un exemple que j'aime bien, c'est
Elon Musk, tu vois, quand ils ont racheté Tesla, ou quand il a repris la main sur Tesla, Tesla à l'époque c'était des voitures, en gros tu as le marché qui est le marché de l'automobile, qui est un marché méga saturé, hein, et même dans les années 2000, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont niché, donc c'est-à-dire qu'ils ont fait des voitures électriques qui étaient déjà beaucoup moins saturées, et ils ont fait des voitures électriques haut de gamme, en concurrençant BM, etc. Donc ce qui est encore un segment de marché un peu plus précis. Donc en fait ils se sont adressés, et aujourd'hui c'est la plus grosse valorisation alors qu'ils sont partis de quasi zéro, c'était une petite start-up, parce qu'ils se sont au début adressés à un marché très niché, de personnes un peu écolo, qui avaient envie de rouler en électrique, mais tout en ayant un statut social, sans rouler en vélo, tu vois. Donc ils se sont adressés à ce marché, petit à petit ils ont pu grossir, et du coup ils se sont adressés beaucoup plus large. Donc ce que je t'inviterais à faire, c'est regarder dans ton marché, tu regardes, ok, il y a cette personne-là qui est méga spécifique, mais à qui cette personne ne correspond pas, et comment est-ce que moi je pourrais apporter une solution différente. Et de toute façon, elle ne pourra pas te concurrencer sur ça parce qu'elle est trop gros pour venir te concurrencer, ça serait pas intéressant. Et de fil en aiguille, ça te permettra de tisser ton réseau et de grossir. Et après, de fil en aiguille, tu pourras grossir aussi gros qu'elle. Donc c'est pour ça, c'est de reclarifier peut-être le marché et la cible pour avoir un truc beaucoup plus spécifique. Et du coup, dans ta com, tu seras plus spécifique. Dans ton acquisition, tu seras plus spécifique et ça sera plus intéressant pour grossir par la suite. Et pour reclarifier ce marché-là, tu pars d'une analyse de la concurrence en premier temps pour comprendre les forces, les faiblesses de tes concurrents, les tiennes. Ensuite, tu définis la cible. Ensuite, un positionnement. Ensuite, tu revois tes offres. Et ensuite, tu testes ton marché. Et toutes les boîtes, les grosses boîtes que vous voyez, elles sont toutes parties comme ça. Nike, au début, c'était la chaussure de running, tu vois. Et en fait, dites-vous, au début, vous avez l'impression que maintenant, c'est des boîtes de ouf. Mais au début, elles sont toutes parties d'un truc méga spécifique, un truc des fois très tech, très précis. Et elles n'ont pas hésité à pivoter. YouTube avant c'était un site de rencontre, enfin en tout cas l'hébergement devait servir pour un site de rencontre et pour mettre les vidéos des célibataires pour qu'ils puissent se rencontrer, sauf qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas, donc ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui hébergeaient les vidéos, ils ont pivoté, ils ont fait un service d'hébergement de vidéos et ça a cartonné. Donc n'hésitez pas à pivoter, à être assez flexible. Et en tant qu'indépendant, vous avez une force par rapport à des gros groupes, des personnes qui sont déjà là où vous dites mais je pourrais jamais réussir, c'est que vous avez une flexibilité que eux n'ont pas. Donc du jour au lendemain, vous pouvez plus pivoter, vous pouvez faire un truc. Et ça a quand même un énorme avantage. Ça répond à ta question? Ouais. Wow.